Bonjour et bienvenue sur Éducation Finance. Dans la vidéo de cette semaine, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est analyser la composition d'un portefeuille de placement que j'ai découvert lors d'une discussion sur les réseaux sociaux. Et ce qui va être très intéressant avec ce portefeuille, c'est que ce portefeuille est complètement atypique. En effet, en règle générale, lorsque vous passez du temps sur les réseaux et vous voyez des gens discuter de placements financiers, les portefeuilles actions sont généralement toujours les mêmes, une bonne proportion d'actions américaines, un petit peu d'actions européennes et des autres pays du monde, et un petit peu d'actions pays émergents, et l'affaire est faite. Le portefeuille qu'on va voir aujourd'hui est complètement différent de ça, et donc ça va être intéressant de se demander au fond, pourquoi est-ce que l'un serait meilleur que l'autre, qu'est-ce qui différencie l'un de l'autre, et quelles sont les forces et les faiblesses de chacun. Voilà, on va faire cette vidéo en deux phases. Une première phase où on va découvrir le portefeuille, on va essayer de comprendre de quoi il est composé. Et dans une deuxième phase, on va analyser le portefeuille pour voir ses points forts et ses points faibles. Allez, c'est parti pour la vidéo. Ce que vous devez savoir pour commencer, c'est qu'il s'agit d'un portefeuille composé exclusivement d'ETF. Et ces ETF investissent exclusivement dans des actions. Donc voici le portefeuille tel qu'il a été présenté. On voit qu'il y a une exposition au CAC 40 français, une exposition au FTSE anglais, une exposition à l'Eurostoxx 50, à la Corée, une exposition à l'Asie-Pacifique, à des actions européennes, à la Turquie, à la Chine, au marché émergent, à la Grèce, au marché émergent mais uniquement chinois. Il y a un ETF sur la Russie, un ETF Europe 600 sur le secteur de l'assurance. Dans la colonne de droite, on a aussi une exposition sectorielle sur les voyages et les loisirs, une exposition sur l'Espagne, sur le DAX allemand, sur le pétrole et le gaz, sur les banques, sur l'immobilier européen et sur le Brésil. Donc à ce stade-ci, c'est assez difficile d'avoir une opinion sur la construction de ce portefeuille parce qu'il y a beaucoup d'informations qui viennent d'un coup et on a un mélange d'ETF qui sont des ETF sur des pays, d'ETF sectoriels et d'ETF sur des zones géographiques plus larges. Et donc, ce que je vais souhaiter faire maintenant, c'est en fait reproduire ce portefeuille simplement dans une liste afin de mieux pouvoir lire les grandes compositions et les grandes masses auxquelles ce portefeuille est exposé. Alors si on regarde l'exposition de ce portefeuille en ETF pays, on se rend compte que la plus grosse position est une position sur le Brésil, suivie d'une position sur l'Espagne, la Russie, la Chine, l'Allemagne, la Grèce, la Turquie, l'Italie, la Corée et enfin la France. On voit donc qu'à travers ces ETF pays, il y a quand même certaines expositions à des pays émergents qui sont assez fortes, comme une exposition au Brésil, à la Russie ou à la Chine. Mais voyons maintenant ce qu'on retrouve dans le deuxième bloc d'investissement, qui sont des ETF sur de plus grandes zones géographiques que les pays. Alors on retrouve d'abord une exposition à des actions européennes agro-dividendes. On retrouve ensuite une exposition sur des pays émergents asiatiques, sur des pays émergents en règle générale, une exposition à la zone Asie-Pacifique hors Japon et une exposition sur l'Eurostoxx 50. Donc ça, ce sont les expositions géographiques mieux diversifiées que dans les ETF pays. Et le troisième bloc d'investissement, qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait des ETF sectoriels. Et en plus d'être sectoriels, on voit que ce sont des ETF qui sont liés à l'indice STOXX 600, qui est un indice européen. Donc on sait qu'on a une exposition sur différents secteurs d'activité, mais uniquement sur des sociétés européennes. On retrouve dans les différents secteurs le secteur du voyage et des loisirs, le secteur du pétrole et du gaz, de la banque, de l'immobilier et des assurances. Donc on voit déjà maintenant plus clair sur la composition de ce portefeuille. Et si on regarde encore un petit peu plus dans le détail, on se rend compte qu'en réalité, il n'y a des expositions que sur des pays européens et des pays émergents. Et donc si on fait le détail, on va se rendre compte dans ce graphique que 57% de l'exposition de ce portefeuille est sur des actions européennes et 40% sur des actions des pays émergents. Donc voilà pour la première phase de l'analyse, c'est d'abord prendre connaissance du portefeuille. Et donc dans le cas présent, on a les trois blocs qu'on a vus juste avant et on sait maintenant qu'on a des expositions exclusivement sur des sociétés européennes et des pays émergents. On peut passer à la phase 2, l'analyse du portefeuille.
Alors la première remarque que j'aurais à faire sur ce portefeuille et qui m'a tout de suite sauté aux yeux lorsque j'ai vu le graphique de répartition des ETF, c'est tout simplement qu'il y a trop d'ETF. En réalité, il y a 20 ETF dans ce portefeuille, et quand on sait que ces ETF sont exclusivement des ETF actions, eh bien on se dit que ça fait quand même une énorme diversification et en réalité un nombre d'ETF trop élevé par rapport à ce qui est nécessaire pour avoir une exposition équilibrée sur les différentes zones géographiques. Donc le fait d'avoir 20 ETF, c'est à la fois trop, dans le sens où il y a des ETF qui en fait n'apportent rien ou presque rien à la constitution du portefeuille, mais en plus, évidemment, ça encourt des frais supplémentaires de transaction pour constituer le portefeuille et le jour venu, pour vendre le portefeuille, il faudra faire plus de transactions qui, à mon sens, n'ont pas de valeur ajoutée. On voit notamment que certaines positions du portefeuille représentent moins d'1% ou moins de 2 ou 3% du portefeuille, et on est en droit de se demander quelle est la valeur, quelle est l'utilité d'avoir des ETF qui pèsent 1 ou 2% de votre portefeuille. Ensuite, deuxième remarque, et elle est assez frappante, c'est qu'il manque deux grands acteurs économiques dans ce portefeuille. Il n'y a aucune exposition aux États-Unis et aucune exposition au Japon. Alors ça le rend complètement atypique, ce portefeuille, puisqu'effectivement, ce qu'on constate généralement, c'est que les investisseurs particuliers ont plutôt tendance à surinvestir en actions américaines, ce qui n'est pas une bonne chose. Mais ici, l'investisseur sous-investit en actions américaines puisqu'il n'a aucune exposition. Alors lorsque vous analysez un portefeuille comme ça, il arrive que même s'il n'y a pas d'ETF spécifique sur les États-Unis, eh bien qu'en réalité vous retrouvez une exposition aux États-Unis par le biais d'ETF sectoriels. Mais ce n'est pas le cas ici puisque les ETF sectoriels sont des ETF Stoxx 600 et donc qui investissent uniquement dans des actions européennes. Idem pour le Japon, aucune exposition au Japon. Cela a aussi deux conséquences, c'est que vous n'avez aucune exposition au dollar américain et aucune exposition au yen japonais qui sont deux monnaies fortes internationales. Autre remarque, ce portefeuille est très exposé aux actions des pays émergents. En réalité, avec 40% d'exposition du portefeuille aux pays émergents, je pense qu'on est très largement au-delà du raisonnable. Pour une raison principale, alors fondamentalement, je ne sais pas quelle va être la performance ni des bourses européennes ni des bourses émergentes, mais il y a un aspect dans les investissements aux pays émergents qui est souvent, je dirais, minimisé par les investisseurs, ou plutôt méconnu, c'est que l'exposition de ces investissements aux pays émergents se fait en monnaie émergente. Et les monnaies émergentes sont des monnaies qui intrinsèquement sont vouées à se dévaluer par rapport aux monnaies fortes à travers le temps. J'ai déjà fait cette démonstration dans un article sur le site educationfinance.eu et je vous remets ici un graphique dans lequel vous voyez rapidement l'évolution de plusieurs monnaies émergentes par rapport au dollar sur les 10 dernières années. Vous voyez très clairement que quasiment toutes les monnaies émergentes, que ce soit le rouble russe, le réal brésilien, la lire turque ou le peso mexicain, toutes les monnaies émergentes se dévaluent fortement par rapport au dollar et aux autres monnaies fortes à travers le temps. Par conséquent, lorsque vous investissez 40% de votre épargne dans des actions émergentes, vous vous exposez pour 40% à des monnaies émergentes. Oui à la diversification sur les pays émergents, mais 40% c'est clairement trop. Et pour vous illustrer les risques auxquels vous vous exposez en investissant fortement sur des monnaies émergentes, on peut prendre l'exemple du plus gros ETF pays de ce portefeuille, un ETF sur les actions brésiliennes. Alors je connais assez bien le Brésil pour y avoir été plusieurs fois, à un point tel que je m'y suis aujourd'hui installé. Et donc pour vous donner un exemple concret, lorsque je suis venu la première fois au Brésil, pour 1 euro, je recevais plus ou moins 3 reais en retour. Aujourd'hui, en 2021, pour 1 euro, je reçois plus de 6 reais en retour. Ça veut dire qu'en 7 ans de temps, la monnaie brésilienne a perdu la moitié de sa valeur et que, sans tenir compte de l'inflation, chaque euro que j'ai en poche me donne 2 fois plus de pouvoir d'achat qu'à l'époque. Ça veut dire que si j'avais acheté des actions en 2014, eh bien, si ces actions n'avaient pas évolué sur le marché, j'aurais perdu la moitié de mon investissement simplement par l'évolution de valeur de la parité entre l'euro et le réal brésilien. Autre remarque sur ce portefeuille, elle concerne les ETF plus globaux et notamment les ETF marchés émergents
puisqu'il me semble qu'il y a quelques doublons dans le portefeuille avec non seulement des ETF pays sur les pays émergents, avec le Brésil, la Russie, la Chine, etc., mais il y a également des ETF marchés émergents et marchés émergents chinois. Et donc, lorsque vous cumulez des ETF émergents Asie et un ETF Chine, à mon avis, vous cumulez, vous avez des doublons au niveau de votre exposition à la Chine. Autre remarque, il n'y a aucune exposition sur le secteur des technologies. C'est un problème ou un manquement qui aurait été très facilement réglé en ayant un ETF États-Unis, puisque les actions américaines sont aujourd'hui fortement concentrées en actions de sociétés technologiques. Autre remarque maintenant concernant le bloc d'investissement sur des ETF sectoriels. La question que je me pose ici, c'est de savoir s'il ne serait pas plus pertinent de choisir des ETF thématiques plutôt que des ETF sectoriels. Je vous avais présenté il y a plusieurs mois de cela un ETF investissant sur la thématique du vieillissement de la population au niveau mondial. Et dans ce genre d'ETF, vous avez une diversification sectorielle et vous misez ou vous investissez véritablement sur une tendance sociétale de fond au niveau mondial. Et donc peut-être que c'est une affinité personnelle, mais je préfère des ETF thématiques à des ETF sectoriels parce qu'ils ont plus d'exposition sectorielle en eux-mêmes et parce qu'ils misent sur une tendance de fond de la société au niveau mondial. Enfin, pour terminer l'analyse de ce portefeuille, on peut se demander qu'est-ce que cet investisseur a cherché à faire. Et pour moi, il a cherché à s'exposer à deux grands types d'actions. Premièrement, les actions des pays émergents, c'est une évidence puisqu'il a mis 40% d'ETF émergents dans son portefeuille. Sans doute a-t-il voulu s'exposer à une croissance supérieure dans les pays émergents par rapport à la croissance des pays développés. Et deuxièmement, l'investisseur a, semble-t-il, voulu s'exposer à des actions plutôt value, dans le sens où on voit qu'il a évité les marchés américains qui sont actuellement dominés par les actions de croissance et qui sont relativement chères. Les marchés européens, par contre, sur lesquels l'investisseur investit près de 60% de son portefeuille, sont plutôt des actions de type value avec des niveaux de prix qui sont beaucoup plus raisonnables par rapport aux fondamentaux des sociétés. Donc on voit qu'il a cherché à avoir une exposition émergente et plutôt value sur des actions un petit peu sous-évaluées ou en tout cas moins chèrement valorisées que les actions américaines dans l'espoir d'un rattrapage de ces actions sous-évaluées par rapport aux autres actions. À partir du moment où vous créez un portefeuille de conviction, pourquoi est-ce que vous créez un portefeuille avec 20 lignes et 20 expositions de conviction différentes qui chacune ont des poids différents? Puisqu'on se rend compte qu'en faisant de la sorte, vous finissez avec des expositions à 1, 2 ou 3% du portefeuille et qu'en réalité cela dilue complètement votre conviction de ces ETF-là. Donc on pourrait se demander s'il ne serait pas plus pertinent à partir du moment où vous avez des convictions mais que vous ne savez pas réellement d'où va venir le rendement de ces différentes convictions, eh bien d'avoir un portefeuille d'ETF qu'on pourrait appeler équipondéré, dans lequel chaque conviction recevrait exactement le même poids et le même niveau d'investissement. Alors à l'inverse, on pourrait me dire oui, mais j'ai des convictions plus fortes que d'autres, mais à un moment donné, est-ce que véritablement vous êtes capable de déterminer quelles convictions vont amener un rendement supérieur que les autres? Déjà, le fait d'investir en conviction, je pense personnellement que ça va vous apporter moins de rendement qu'un investissement passif et mieux diversifié. Mais en plus de cela, si vos convictions sont vraiment concentrées sur quelques-unes de ces convictions, vous êtes vraiment dans de la gestion active et on sait, je l'ai déjà montré suffisamment, que la gestion active sous-performe généralement la gestion passive. Donc est-ce que ce ne serait pas mieux, dans un cadre de portefeuille actif de conviction, d'équipondérer les positions afin d'avoir une meilleure diversification entre vos différentes convictions et de donner la même chance à chacune de vos convictions? Voilà, ça c'était l'analyse de ce portefeuille. J'espère que ça vous a intéressé de voir comment est-ce qu'on prend connaissance du portefeuille et comment est-ce qu'on cherche à déterminer ses points forts et ses points faibles, ce à quoi il est exposé, ce à quoi il n'est pas exposé. Et j'espère que ça va vous aider à vous donner des idées pour la construction de votre portefeuille. Et n'oubliez jamais la règle numéro 1 en placement financier, la diversification.
Voilà, on en reste là pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!